Oui, bah écoutez, première vidéo YouTube. On se retrouve du coup là, on est actuellement le mardi 9 septembre, il est 6h45 du matin. L'objectif de la chaîne, ça va être de vous partager, entre guillemets, un petit peu quelques journées dans ma vie en tant que coach et tout simplement pratiquant de bodybuilding. Ne vous attendez pas nécessairement à des formats vlog. Quand je parle de journée dans ma vie, c'est plus essayer de vous partager des informations, des tips qui pourraient vous aider par rapport à vos objectifs de transformation physique, que ce soit sur la partie perte de poids ou prise de muscle. Vous partager un petit peu le process que je peux suivre aussi en tant que coach avec mes élèves. Vous partager certains cas, élèves des fois, dans lesquels vous pourrez probablement vous reconnaître. Bref, l'objectif, vous partagez un petit peu tout ça, faire en sorte que vous ayez un maximum d'informations avec lesquelles vous puissiez repartir, idéalement des formats et des types d'informations que vous n'avez pas nécessairement vus, ou en tout cas très très peu vus. Ça va un petit peu être ça l'objectif de la chaîne. Donc là, vous voyez typiquement ce que je vous disais, il y a un tout petit peu plus de 6h45. Pourquoi est-ce que je fais mes pas à cette heure-là ? Tout simplement parce que j'ai pas mal de pas à faire en ce moment. Actuellement, je suis en déficit calorique. Du coup, l'objectif, c'est de retomber aux alentours des 90 kg, ce qui sera atteint prochainement. Donc là, mon objectif de pas est aux alentours des 14 000 en soi. Étant donné que j'ai un travail de bureau et que je bouge peu la journée, j'ai une grosse sortie quand je vais tout simplement aller à la salle, parce que aller-retour, ça me fait à peu près 40 à 45 minutes de marche, plus les pas que je fais dans la salle. Grosso modo, ce bloc-là de pas me permet à peu près d'en accumuler 10 000. Moi, ce que je veux, c'est quand même atteindre les 14 000. Et vu que je sais qu'une fois que je suis lancé au niveau du boulot, j'aurai honnêtement la flemme de sortir, ou ça m'ennuie particulièrement de couper le taf juste pour aller réaliser un objectif de pas, je fais en sorte de le faire dès le matin. C'est la première chose que je fais. De 1, ça me permet de traiter certains WhatsApp au passage, donc je prends quand même de l'avance pour le boulot. Pour vous, ce sera probablement pas votre cas, mais si vous avez un objectif de pas qui est relativement important, que ce soit un déficit calorique ou une prise de masse, peu importe, mais si votre objectif de pas est relativement élevé ou que vous avez du mal à l'atteindre de manière systématique, je vous conseille bien évidemment d'essayer d'en faire un premier bloc dès le matin au réveil. Au-delà de vous forcer dès le matin au réveil à avoir ce nombre de pas, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes avec ça. Moi personnellement, ça me permet en tout cas que la première chose que je fasse au réveil, après un énorme verre d'eau, de réussir tout simplement à bien m'oxygéner. Je trouve que ça permet de bien attaquer la journée, potentiellement vous exposer un petit peu plus tôt à la lumière du jour et au soleil, ce qui peut probablement être intéressant aussi pour faciliter l'endormissement et s'assurer d'avoir un sommeil de qualité. Est-ce que c'est un énorme game changer ? J'irai pas jusqu'à dire ça. Est-ce que c'est probablement quelque chose qui peut aider ? Je pense que oui. Et du coup, pour ceux qui pourraient potentiellement se demander, là en effet, le protocole que j'ai mis en place pour ma perte de poids est assez simple. 14 000 pas à effectuer tous les jours. Je ne lisse pas nécessairement ça sur la semaine avec des journées où il y en a un petit peu plus. Je fais en sorte qu'ils soient tous effectués sur la même journée. Derrière, j'ai 2 séances de cardio de 20 minutes aux alentours des 130 140 BPM, je ne monte pas nécessairement très très haut en intensité à ce niveau-là, et j'ai tout simplement une séance de HIIT qui elle dure environ 10-12 minutes de mémoire, sur laquelle là en effet les intensités que je vais aller chercher sont un petit peu plus importantes. Je pense que simplement se contenter d'un cardio à intensité modérée aux alentours des 130 à 140 BPM, c'est peut-être un petit peu léger. Je vois quand même un intérêt à aller chercher des intensités un petit peu plus élevées. Et au-delà de ça, si vous êtes pratiquant de musculation et que la seule chose que vous effectuez, c'est tout simplement vos pas, dites-vous bien que vous avez un style de vie qui est quand même particulièrement sédentaire en soi. Je vous invite à effectuer un petit peu de cardio. Je pense que ce sera intéressant. Même d'un point de vue récupération, de manière générale, ça pourra particulièrement vous aider. Ça, on a pas mal de données qui nous le montrent. Et quand je vous dis de faire un petit peu de cardio, je pense que voilà, 1 à 2 sessions par semaine, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien en soi. Pourquoi pas vous dire que vous faites une session de 20 minutes à 130-140 BPM,
une seconde session où vous faites tout simplement un petit peu de HIIT pendant 10 minutes sur des intensités plus élevées, je pense que ça peut être pas mal. Ce que je vous disais, vis-à-vis du cardio, au niveau de la récupération, c'est quelque chose que je vois assez souvent chez certains profils. Premièrement, le cardio en facteur limitant sur des exercices type presse à cuisse ou hack squat. Alors, indépendamment du fait qu'il y ait probablement un souci au niveau de la respiration sur ces exercices-là, d'ailleurs, je pense que c'est un point qui est particulièrement sous-coté durant vos séries. J'aborderai probablement ce sujet-là dans une autre vidéo parce que sinon ça fera beaucoup. Et là, c'est déjà relativement long en soi. Mais avoir un bon cardio, ça vous aidera aussi du coup à bien évidemment mieux rentabiliser chacune de ces séries et aussi réussir à mieux récupérer entre chacune de vos séries. Parce que ça, je pense que c'est un gros problème. Mais je vois pas mal de pratiquants qui, au bout de 6 à 8 séries réalisées sur une séance jambes, sont complètement épuisés, ils n'arrivent plus à développer de l'intensité et se sentent un petit peu mal. Alors, à moins que vous soyez en cut et que vous ayez fait l'erreur de vous envoyer un pré-training avec 20 grammes de glucides, dans ce cas-là, je peux comprendre que le reste de la séance soit difficile à enfiler. Par contre, si vous êtes en prise de masse et que ça vous arrive, là, c'est qu'il y a probablement un problème et qu'en effet, vos capacités cardio vont commencer à devenir un réel facteur limitant. Et dans ce cas-là, je vous conseille fortement de commencer à vous y attarder dès maintenant. C'est pas quand vous serez plus gros que vous aurez encore moins de temps, parce que votre prise de masse sera encore plus poussée. Vous aurez plus de calories à préparer, plus de calories à consommer, peut-être en volume légèrement plus à la hausse, que vous aurez la motivation d'ajouter votre cardio à la fin de la séance. Et dernier point, avant de passer sur autre chose, certains se poseront peut-être la question, mais quel type de cardio je vais effectuer? Il y a généralement 2 types de cardio que j'aime bien faire. Tout simplement de la marche rapide, très inclinée. En l'occurrence, le tapis que j'ai à disposition me permet d'incliner au maximum à 15% et du rameur, tout bêtement. L'objectif, ça va être de réintégrer un petit peu de course par la suite, tout simplement parce que j'ai envie de recourir un petit peu. Pour le moment, ce serait un petit peu ambitieux de vouloir reprendre la course de manière très régulière, à hauteur de 2 fois par semaine, alors que la dernière fois que je courais réellement régulièrement, je faisais environ 25 kg de moins. Mes articulations, ma pression, c'est pas probablement, c'est sûrement pas. Et là, c'est sûr que d'un point de vue récupération pour le bas de mon corps, je pense que ce serait une très mauvaise idée. Et le rameur, tout simplement parce que j'apprécie, je n'ai pas d'autres facteurs limitants que le cardio. Je trouve ça assez sympa. Bref, tout simplement une question de préférence personnelle et que c'est un exercice qui me permet de faire en sorte de monter mon cardio assez rapidement. Je sais qu'il y en a certains qui apprécient faire leur cardio sur un vélo. Personnellement, je déteste ça. C'est très difficile de faire monter mes BPM sur un vélo. Pour moi, c'est probablement plus un travail de résistance à l'effort pour mes quadriceps, plus qu'un travail cardiovasculaire à proprement parler, ce qui est extrêmement désagréable d'avoir uniquement une sensation de brûlure intense sur les quadriceps pendant 20 à 30 minutes et un cardio qui reste bloqué aux alentours des 105 à 110 ppm. C'est pas du tout l'objectif recherché, donc maintenant je ne fais plus de vélo, tout simplement. Donc voilà, là pareil sur le cardio, assurez-vous d'utiliser des appareils et des modalités qui vous permettent de faire en sorte que ce soit vraiment votre cardio, le facteur limitant, ou en tout cas le facteur challengeant lorsque vous réalisez cet effort-là, et rien ne vous empêche d'avoir des appareils différents sur lesquels vous effectuez votre cardio. L'important aussi ici, ça va être votre notion de plaisir. Et typiquement, j'ai certains élèves qui ont du mal à effectuer 20 minutes de cardio d'affilée sur un même appareil. Admettons que cet élève apprécie 3 appareils différents. Il peut faire 3 blocs de 7 minutes, un sur chaque appareil. C'est beaucoup plus agréable, ça permet de casser un petit peu la monotonie. Et si ça permet à cette personne de bien faire son cardio et de le faire avec une intensité suffisante, et surtout de le faire régulièrement, tout simplement pour continuer à avoir le déficit calorique souhaité, je pense que dans ce cas-là, c'est la bonne solution. Et n'allez pas vous prendre la tête, j'en vois certains venir avec des questions team optimisation. Oui, mais du coup, on va peut-être avoir les BPM qui vont diminuer pendant l'espace d'1 minute ou quoi que ce soit. Vous en êtes pas là. Faites vos 3 blocs de 7 minutes. Et une fois que les BPM sont montés, c'est pas une petite minute à redescendre, le temps de remonter sur un autre appareil, que ça va totalement se perdre. Donc
Ça pareil, c'est probablement une option que vous pouvez utiliser. Même chose, d'un point de vue plaisir. Moi j'ai typiquement une cliente avec qui on a programmé ça, parce que pas nécessairement fan du cardio et ça l'a fait, pour être honnête, particulièrement chier. On a tout simplement mis en place un espèce de petit circuit training, une espèce de circuit un peu crossfit si vous voulez, et ça marche très très bien. Et à chaque fois, elle a pour objectif d'essayer de battre un petit peu le temps qu'elle a effectué la semaine précédente. Ça lui plaît, donc elle effectue son cardio, je sais qu'elle l'effectue avec intensité, elle a aussi un moyen de progresser sur son cardio, ça lui permet d'avoir cet effet un petit peu challengeant, le cardio n'est pas qu'une tâche à effectuer en fin de séance, mais ça devient aussi un petit objectif annexe à part entière, ça je pense que c'est très très intéressant, donc pareil, n'hésitez pas à vous fixer des petits objectifs cardio, je pense que ça vous permettra de prendre d'autant plus plaisir et probablement gagner aussi un petit peu en régularité à ce niveau-là. Écoutez, on arrive sur la fin de ce plan, on va se retrouver un petit peu après, je vais probablement vous montrer 2-3 choses intéressantes en fonction des retours bilan que j'aurai aujourd'hui, donc je vais essayer de vous partager quelques petits tips à l'instant par rapport à ça. Bon, alors là du coup je ressors de la session du bilan du mardi et il y a quelque chose que j'aimerais vous partager, parce que c'est tout simplement un cas que je viens de rencontrer avec une élève avec qui on a débuté une perte de poids il n'y a pas énormément de temps en soi, ça fait 5 semaines, ouais c'est ça, ça fait 5 semaines du coup qu'on a entamé un déficit calorique. Et là, une situation qui est probablement arrivée à la plupart d'entre vous, ou même peut-être certains de vos clients si jamais vous êtes coach aussi, c'est tout simplement une perte de poids qui stagne. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous devez faire? Mais surtout, qu'est-ce que vous devez aller regarder pour vous assurer de prendre la bonne décision et éviter de commettre une potentielle erreur? Premièrement, ce qu'il faut garder, c'est qu'est-ce qui s'est passé sur les semaines précédentes. Ça, c'est le premier point que vous devez aller voir. Admettons, là, si on prend le cas de cet élève en question, et on va voir différents cas par la suite. En l'occurrence, la semaine passée, et comme les semaines précédentes, elle était sur un déficit calorique qui lui permettait de perdre à peu près 650 à 700 grammes par semaine environ. On tournait à peu près autour de ça sur les 3-4 dernières semaines, ce qui est quand même conséquent. Et là, sur cette semaine-ci, on s'est retrouvé avec un poids qui a monté d'à peu près une centaine de grammes, un tout petit peu moins, mais c'est pour vous donner l'idée. Évidemment, on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau du cycle menstruel, pas nécessairement quelque chose à signaler à ce niveau-là, on connaît à quel moment elle a tendance à prendre un petit peu de poids par rapport à son cycle. Ce que je vous conseille de faire d'ailleurs par rapport à ça, c'est généralement de récolter les données sur 2-3 cycles, je pense que c'est bien. Et là, vous pouvez potentiellement commencer à observer des tendances qui vont se répéter, que ce soit au niveau des fluctuations, des variations de poids, et même potentiellement au niveau des performances. Sur le poids, généralement, vous avez des tendances qui ressortent bien. Sur l'entraînement, la plupart du temps, on n'a pas tant d'évolution ou d'impact sur les performances, ou en tout cas, s'il y en a un, il n'est pas significatif que ce qu'on pourrait penser. Bref, si on revient sur notre perte de poids, a priori, pas de variation particulière au niveau du cycle menstruel. Par contre, là, on se retrouve avec un rythme de perte de poids qui n'est même pas amoindri en soi, mais qui a totalement changé. On pourrait se dire, ah, on est repassé en surplus calorique, le déficit calorique ne suffit pas. Là, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est tout simplement faire preuve d'un maximum de bon sens. D'un point de vue logique, comment est-ce que ce serait possible que vous ayez un total calorique qui vous permette de créer un déficit calorique suffisamment important au point de perdre 650 à 750 grammes par semaine durant plusieurs semaines d'affilée et qu'en l'espace d'une seule semaine, vous repassiez en surplus calorique avec ce même total calorique? Ce n'est pas possible, même si des adaptations métaboliques ont lieu. Premièrement, elles sont principalement drivées par le poids, donc elles auront tendance à apparaître de manière progressive, et pas d'un seul coup en une semaine, et si elles apparaissent, ça ne peut pas être de manière aussi drastique que ça. Quand c'est comme ça, du coup, regardez un petit peu ce qui s'est passé. Vous savez qu'il n'y a pas de raison de venir faire des modifications. Ou en tout cas, si vous en faites, vous allez probablement les faire beaucoup trop tôt et derrière, vous allez peut-être vous heurter à un palier sur lequel vous aurez une marge de manœuvre moins importante, étant donné que vous avez peut-être déjà activé certains leviers comme augmenter le cardio, augmenter les pas, baisser le nombre de calories alors que c'était pas nécessaire. Vous pouvez un peu voir ça comme une bataille lorsque vous jouez aux cartes. Si jamais la personne en face de vous s'amuse tout simplement à poser un 5 de cœur, si vous avez un 6 dans votre main, pourquoi est-ce que vous iriez jouer un valet ou une dame? Le 6 est amplement suffisant. N'abattez pas vos cartes trop tôt. Ne cherchez pas à activer des leviers qui n'ont pas raison d'être activés à ce moment-là. C'est un petit peu le même principe pour la perte de poids. Là, en l'occurrence, ce qu'on est allé regarder, on s'est aperçu qu'on avait des niveaux de stress qui étaient particulièrement élevés par rapport aux semaines précédentes et un sommeil qui lui aussi était très très mauvais pour être totalement honnête. On a quasiment perdu l'équivalent de 3h30, 4 heures de sommeil en soi.
sur cette semaine-là. Là, vous avez des potentielles explications. Et dans ce cas-là, ce qui peut être bien, c'est en effet se dire, ça vient peut-être de là. Est-ce que vous en avez la certitude à 100%? Probablement pas, mais il y a quand même de fortes chances que ça vienne de là, ou en tout cas en partie. Ce que je vous disais juste avant que la caméra décide de couper, évitez de venir effectuer des changements précipité et beaucoup trop tôt. La plupart du temps, vous pouvez probablement conserver un même total calorique, que ce soit d'ailleurs dans le cas d'une perte de poids ou même d'un surplus calorique quand vous êtes en prise de masse, vous pouvez sûrement le conserver un petit peu plus longtemps que ce que vous pensez. Ne cherchez pas systématiquement à faire des modifications chaque semaine, ne vous attendez pas à ce que chaque semaine vous ayez précisément cette perte de poids avec tant de grammes qui vont tomber. Vous allez probablement avoir des petites fluctuations de semaine en semaine et ça c'est parfaitement normal. Et si jamais vous êtes une femme, attendez-vous à ce qu'il y ait en effet des fluctuations qui soient un petit peu plus importantes et régulières en soi. Vous n'avez pas des taux hormonaux qui ont tendance à être relativement stables au cours du mois. Ces derniers vont beaucoup varier en soi. Donc évidemment, vous aurez des variations de poids qui seront aussi dues à ces variations hormonales. Dans ce cas-là, pas d'inquiétude. Ce que je vous disais un petit peu plus tôt, essayez de récolter des données relativement simples durant 2 à 3 cycles. Je pense que c'est très bien. Et ça vous permet d'observer une tendance. Et comme ça, si vous vous dites « Ah, ok, bah là, mon poids il a un petit peu monté cette semaine, mais je sais que c'est la semaine qui suit justement mes règles, ça a tendance à faire ça, pas d'inquiétude, c'est un phénomène normal, je n'ai pas à m'inquiéter. La chose que je vous conseille idéalement, lorsque vous voulez dézoomer et regarder un petit peu comment s'est passée votre perte de poids, c'est de faire des comparatifs de poids et même idéalement de photos sur les mêmes périodes du cycle. Donc, environ à peu près un mois de décalage selon la durée de votre cycle, mais en tout cas, prenez la même période et ça vous permettra justement de limiter la quantité de facteurs confondants qui pourraient justement venir biaiser un petit peu cette interprétation du poids et du physique. Et comme ça, vous vous assurez d'avoir une analyse qui va être plus précise et vous vous assurez aussi d'éviter de faire des changements qui n'auraient peut-être pas lieu d'être. Voilà, du coup, on se retrouve avec le pré-training. Avant une séance pool du coup, que je vais vous partager juste après. De toute façon, je vais essayer de vous filmer l'intégralité de la séance et je vais vous faire un petit voice-over, histoire de vous expliquer un petit peu les choix d'exercices, le pourquoi de la programmation, de certaines tranches de répétition. Bref, vous offrir pas mal de petits tips. Ce sera plus simple en voice-over. Je pense que ça permettra directement que je vous parle de certaines choses avec l'exercice sous les yeux, plutôt que directement en facecam à la salle, d'autant plus que c'est pas nécessairement pratique de pouvoir se filmer en facecam dans cette salle-là, qui va peut-être être un petit peu fréquentée. J'ai pas nécessairement envie de beaucoup déranger les gens, et je pense que de toute façon, vous pourrez en retirer tout autant d'informations. J'espère que le soleil n'est pas en train de me cramer le visage, mais c'est pas grave, on va quand même faire avec. Alors, concernant ce pré-training, c'est extrêmement simple. On a un tout petit peu, on a un petit peu d'avoine, à peu près, bon, vous verrez pas grand-chose de toute façon, c'est pas nécessairement quelque chose qui a l'air très appétissant, c'est une bouillie. Vous avez à peu près 90 grammes, ouais, c'est ça, 90 grammes d'avoine, 15 grammes de miel, 70 grammes de dattes, 60 grammes de whey et une pincée de sel. Très très simple, et là vous avez tout simplement un café. Ce pré-training là, je le consomme 20 à 30 minutes avant de partir à la salle, à savoir que j'ai 20 minutes de trajet à pied pour aller à la salle. Et ensuite, je vais à peu près m'échauffer pendant une quinzaine de minutes, ce qui fait qu'en gros, 1 heure avant de réellement débuter la séance, je consomme mon pré-training et je consomme mon café. Concernant la caféine, je vous vois beaucoup faire ça. Vous avez tendance à consommer vos monsters pendant l'entraînement. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. La caféine met à peu près 1 heure à faire effet. Donc, vous avez votre caféine qui fait effet potentiellement en plein milieu de séance, quand vous arrivez peut-être sur des exercices qui nécessitent un peu moins d'agressivité. Si là, admettons, vous êtes sur une séance pull, vous avez, je sais pas moi, vous avez mis un petit peu de mollet et de biceps à la fin, bon, avoir la caféine qui pop-up et qui commence à faire effet à ce moment-là, je sais pas si c'est là où ce sera le plus utile. Peut-être que c'est un peu plus sympa au moment où vous arrivez sur un gros tirage vertical, horizontal, peut-être un soulevé de terre si vous le programmez dans vos séances pull. Je pense que ce sera un petit peu plus sympa. Donc, prenez la caféine environ 1 heure avant d'y aller. Je pense que c'est très très bien. Au niveau de la composition du pré-training, certains se diront « Ah oui, il y a des fruits, il y a de l'avoine, ça fait beaucoup de fibres. » Non, ça ne fait pas nécessairement beaucoup de fibres en soi. On n'est même pas à une dizaine de grammes de fibres. Je fais à peu près 95 kg en soi, donc ça ne va pas réellement poser de souci d'avoir ce total de fibres. Encore une fois, je vais quand même marcher un petit peu pour aller à la salle. J'aurai déjà probablement 3000 pas. Ça va probablement m'aider aussi au niveau de la digestion.
L'entraînement va durer à peu près 1h30, 1h45 en soi, et je déteste particulièrement avoir un repas trop léger ou qui se digère beaucoup trop vite avant d'aller à la salle et sentir que je manque de jus et que je m'aplatis en fin de séance et avoir même une sensation de faim qui survient et qui grandit petit à petit au fur et à mesure que j'avance dans ma séance. De 1, parce que c'est très désagréable, et de 2, c'est clairement pas l'idéal ni très optimal si je veux m'assurer d'améliorer mes performances et faire quelque chose d'intelligent. Donc oui, je positionne des fibres, il y a même un petit peu de lipides dans l'avoine, mais ça va être relativement léger avant d'aller m'entraîner, et ça se passe très très bien comme ça. C'est un repas que j'apprécie, que je digère extrêmement bien en soi, donc je pense que c'est une bonne chose. Derrière, la pointe de sel, tout simplement pour s'assurer d'avoir suffisamment d'électrolytes, et si j'ai choisi des dattes, tout simplement parce qu'elles sont relativement denses caloriquement et qu'elles contiennent quand même du potassium en quantité relativement importante. Donc en pré-training, je pense que ça fait particulièrement sens en soi. Pour les personnes qui ne digèrent pas nécessairement bien l'avoine, vous pouvez très bien vous retourner vers des options comme de la crème de riz qui se digère extrêmement bien. Après, dites-vous bien que la crème de riz est quand même un produit qui est relativement onéreux. Vous êtes à peu près sur du... je crois que sur Fitness World Nutrition, vous avez certaines marques, je n'ai pas de partenariat avec cette plateforme, vous devez en avoir à peu près à 8-9 euros le kilo, ce qui est relativement abordable, mais pour une source de glucides pur et dur, extrêmement pauvre en micronutriments, c'est pas nécessairement la première source que je privilégierais, d'autant plus quand on est en déficit calorique et que vous souhaitez quand même avoir des aliments qui sont peut-être assez rassasiants en soi. Mais aucun souci avec la crème de riz. Si vous appréciez ça, que vous la digérez bien, que financièrement c'est quelque chose qui vous correspond, que vous vous apercevez que ça vous permet d'avoir suffisamment d'énergie durant l'intégralité de vos entraînements, continuez à consommer de la crème de riz. Ne cherchez pas à copier des pré-trainings que vous voyez chez d'autres pratiquants. Si le vôtre marche très bien et qu'il vous correspond, continuez avec ça, ne cherchez pas à changer juste parce que quelqu'un vous l'a dit. Vous avez pour beaucoup suffisamment d'expérience, suffisamment de ressenti et la capacité à bien interpréter vos ressentis pour savoir ce qui vous correspond plus ou moins ou pas. Sur ce, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Nous, on va se retrouver juste après pour aller regarder et analyser un petit peu cette séance pool. Alors, on se retrouve pour cette séance push. Il me semble que tout à l'heure, je vous ai dit que c'était une séance pull, du coup je me suis trompé. Il s'agit bien d'une séance push. Pourquoi est-ce que j'effectue la séance push en tout début de semaine, donc après un jour de repos? Tout simplement parce que c'est une priorité en soi. Alors, même si la priorité sur mes pectoraux se situe derrière mes jambes que je souhaite encore rattraper, ou en tout cas plus développer, je trouve qu'elles ont bien rattrapé le reste du physique. Mais quand je suis en déficit calorique, je trouve que c'est un groupe musculaire qui perd assez facilement en force et aussi en volume, donc je préfère m'assurer de prendre de l'avance, tout simplement pour pallier à ce problème qui arrivera probablement quand je serai en déficit calorique beaucoup plus important quand j'arriverai sur scène. Bref, cette séance push, c'est la première de la semaine, tout simplement parce que si elle est située après une séance, je m'aperçois qu'il y a un drop assez conséquent au niveau des performances en soi, ou en tout cas j'ai plus de mal à progresser, ce qui n'est pas nécessairement le cas quand je viens positionner la séance legs ou la séance pull après une autre séance, que ce soit en push-push, etc. Et deuxième point, je traîne pas mal de petites gênes à l'épaule gauche, suite à plusieurs luxation et subluxation, donc c'est tout simplement plus simple pour moi de réussir à stabiliser mes épaules et me sentir stable de manière générale sur mes mouvements de poussée si je n'ai pas fait le dos la veille, là où je vais potentiellement avoir plus de mal à stabiliser tout ça, tout bêtement. Alors, j'ai pu vous filmer l'intégralité de la séance, excepté un exercice, bon, qui n'est pas l'exercice le plus intéressant à regarder de toute façon, les élévations latérales aux haltères que j'effectue en début de séance à raison de 2 séries sur du 15-20 répétitions. L'objectif, c'est tout simplement justement m'échauffer un petit peu l'articulation de l'épaule, faire en sorte qu'elle soit prête à recevoir un petit peu plus de contraintes mécaniques par la suite, et c'est tout bêtement une habitude que j'ai prise. Ça me permet de rentrer progressivement dans ma séance, ça me fait à peu près 5-6 minutes avant d'arriver sur un gros mouvement qui va être la chest press convergente qu'on a juste ici. Je me sens plus à l'aise comme ça me permet de me hyper un petit peu, ça crée de l'impatience pour arriver sur les lifts qui me drive un petit peu plus. Bref, j'aime bien débuter ma séance comme ça. Si on vient regarder un petit peu ce qui se passe du coup au niveau de notre chest press. Alors, sur la chest press, ici on est parti sur 2 séries de 6 à 9 répétitions.
Si j'ai choisi cette tranche de répétition, c'est relativement simple, je me sens particulièrement à l'aise sur cette chest press, je l'aime bien aussi, et je ne vois pas nécessairement l'intérêt de travailler avec des tranches de répétition trop élevées en soi, tout simple. Alors, on pourrait potentiellement parler de la fatigue qui serait un petit peu plus importante, ce sera le sujet d'une autre vidéo, on viendra s'intéresser à la fatigue et les 4 types de fatigue différentes qu'il y a, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de fatigue, mais qui ne savent probablement pas ce que c'est en soi, donc on s'intéressera un peu à ça. En réalité, la raison principale, c'est surtout que je souhaite devenir plus fort, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui me drive, et je sais que je vais beaucoup plus me dépasser comme ça en soi, et derrière, le système de progression est assez simple en soi, je vais tout simplement chercher à ajouter des petits poids de 1,25 kg par-ci par-là, ce qui est beaucoup plus facile de réussir à ajouter 1,25 kg et réaliser le même nombre de répétitions quand vous en faites peut-être seulement 6, 9, que quand vous venez en faire une douzaine ou même potentiellement une quinzaine en soi. Et inversement, si vous prenez des tranches de répétitions plus élevées et que vous appréciez progresser en répétition, ce sera bien évidemment plus facile de progresser sur des tranches de répétition relativement élevées. Gagner une répétition par rapport à 14, c'est un pourcentage moins important que quand vous cherchez à gagner une répétition par rapport à 6 ou 7 répétitions. Là, cette répétition gagnée représente à elle seule quasiment une augmentation de 15% de votre performance, alors que sur du 15 répétitions, ça ne représente peut-être que 6,5% ou 7% de vos performances. Alors, sur la chest press, quelques petits points intéressants auxquels on peut aller regarder. Hop, alors, on va arriver sur les premières répétitions ici, c'est pas très important si on loupe un peu le début de la série. Il y a 2 choses auxquelles il faut faire attention ici. La première, ça va tout simplement être de s'assurer qu'on ait la poitrine relativement sortie, faire en sorte de pousser un petit peu le sternum vers le haut. Attention, ne pas confondre pousser le sternum vers le haut et chercher à avoir une cambrure excessive. Si on regarde un petit peu ce qui se passe ici, je fais en sorte d'avoir une poitrine relativement gonflée, mais je n'ai pas de cambrure excessive ici. Ça, c'est les 2 premiers points d'intention. Et s'il y en avait un autre à rajouter qui est vraiment intéressant pour chercher à bien recruter ses pectoraux, c'est faire en sorte de conserver les épaules basses. Et là, je vous invite à faire un petit exercice tout simple. C'est tout simplement, hop, je vais apparaître dans le cadre, c'est tout simplement essayer de pousser, comme si vous étiez sur une phase d'étirement, sur un pattern de développé couché, envoyez votre bras, au maximum vers l'arrière, touchez votre pectoral, vous voyez qu'il y a un étirement qui est relativement important. Maintenant, laissez l'épaule s'élever, tirez toujours très fort vers l'arrière, comme si on essayait de faire un rowing le plus loin possible. Si on touche les pectoraux, on sent un étirement qui est un petit peu moindre, et dès qu'on va abaisser l'épaule en continuant à tirer vers l'arrière, on se rend compte qu'on a une capacité à étirer les pectoraux qui est un petit peu plus importante en soi. Donc c'est tout aussi bien, et ça vous permet probablement de positionner les épaules dans une position un petit peu plus sécuritaire, ce qui est d'autant mieux, surtout dans mon cas, comme je vous l'ai dit plus tôt, avec les petites blessures que je traîne. Alors, si on vient regarder un petit peu du coup ce qu'il se passe, parce que c'est ça, on a regardé la première série, sur cette deuxième série, chose que je n'avais pas fait sur la première série juste ici, qui était d'ailleurs plutôt une bonne série dont je suis assez content honnêtement. Là on peut voir que je n'ai pas utilisé de sopalin, erreur de ma part, chose que j'ai rapidement rectifiée sur la deuxième série et que je me suis noté ici dans mes notes au niveau du logbook pour bien y penser la semaine prochaine. Tout simplement, je pense que vous le savez, il y en a pas mal d'entre vous qui s'entraînent probablement sur du Matrix si vous êtes dans un Basic Fit. La matière qu'ils utilisent pour leur poignet a tendance à peut adhérer à la peau. Je trouve que vous glissez assez facilement dès que vous transpirez un petit peu, ce qui est particulièrement désagréable en soi. Donc je viens tout simplement utiliser du sopalin pour cette raison-là, au même titre que vous pourriez utiliser des élastiques que vous mettez sur votre bench. Si vous avez la sensation de glisser, c'est tout aussi bête que ça vous permet de conserver cette stabilité, faire en sorte qu'il n'y ait aucun mouvement un petit peu parasite, ce qui est toujours plus agréable en soi. Ensuite, on avait nos fly du coup. Pour les fly, les points d'attention vont plutôt être les mêmes en soi. On va faire en sorte de conserver les épaules basses et derrière, chercher à conserver une poitrine qui elle est relativement sortie. On cherche à pousser un petit peu le sternum vers le haut. Et même chose, si on regarde un petit peu ce qui se passe ici, pas nécessairement de cambrure excessive à ce niveau-là. L'autre point, et ça c'est assez facile sur les fly, quand vous arrivez en position étirée, vous allez le voir ici, même chose. Là, si je vais chercher un étirement, on regarde mon épaule, si je vais chercher un étirement très important ici, hop, on voit que mon épaule commence à se lever un petit peu. Là, ça veut probablement dire que vous êtes allé un petit peu trop loin au niveau de l'étirement. Dans ce cas-là, inutile d'aller aussi loin. Vous perdez probablement la tension sur les pectoraux, vous allez probablement aussi commencer à avoir des petites gênes ou du moins des sensations relativement désagréables au niveau de l'épaule.
N'allez pas chercher un étirement excessif. Quand vous faites ça, en fait, vos pectoraux sont déjà étirés au maximum. Si un muscle ne peut pas être étiré plus qu'il ne l'est actuellement, dans ce cas-là, pour pouvoir continuer à bouger l'articulation, qu'est-ce qui va se passer? C'est d'autres articulations qui vont se mettre en jeu. Ce qui n'est pas... Alors, est-ce que c'est nécessairement grave? Pas tellement, mais dans notre objectif, dans le cadre de l'hypertrophie, ça n'apporte aucun bénéfice supplémentaire, potentiellement une standardisation qui va être plus difficile à conserver dans le temps, et de deux, potentiellement s'exposer à des petites gênes, blessures par la suite, qui, elles, vont venir handicaper notre capacité à surcharger, et donc notre capacité à progresser, tout simplement. Et deuxième point d'attention, et une erreur que je vois assez régulièrement au niveau des fly, pensez à essayer de rapprocher vos coudes en conservant les bras bien tendus sur la fin du mouvement, ça vous permet de raccourcir un petit peu plus vos pectoraux. Néanmoins, et je pense que ça peut être intéressant de nuancer à ce niveau-là, entre ramener, hop, on va s'éloigner au maximum, entre ramener vos bras comme ça, là vous ramenez vos mains, vous avez les bras qui sont légèrement pliés, et là vous avez les bras qui sont, hop, on va se mettre comme ça, les bras qui sont légèrement tendus, en réalité, votre humérus, la partie haute du bras, est-ce qu'elle a énormément bougé? Très très peu. Vous gagnez probablement un petit peu plus de raccourcissement au niveau des pectoraux. Est-ce que ce raccourcissement est si important et si significatif que ça? Peut-être pas. Moi je sais que j'aime conserver une très légère flexion au niveau du bras, tout simplement parce que sinon ça vient me mettre une tension un petit peu trop importante au niveau des biceps, que je n'apprécie pas spécialement, et ça me limite dans l'intensité que je peux développer au niveau du mouvement. Aussi bête que ça. Donc là, pareil. N'hésitez pas à vous adapter, je ne pense pas que vous êtes à un petit centimètre ou un demi-centimètre d'amplitude en moins, si derrière c'est pour vous sentir moins à l'aise sur un exercice, ne pas être capable de surcharger correctement. Soyez logique ici aussi, écoutez-vous, faites preuve de bon sens, ça paiera sur le long terme. Et dernier petit tips, ici, essayez d'exercer un petit peu plus de pression sur le côté pouce de la main, ça vous permettra tout simplement de un petit peu mieux recruter vos pectoraux. Ensuite, tac, on est arrivé sur notre shoulder press de chez Matrix. Alors, qui m'a un petit peu surprise, c'est la première semaine où je réalisais cette dernière. Tac, 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 nickel. M'a un petit peu surprise parce que les bras au final fonctionnent de manière dissociée, donc pour moi c'était un petit peu spécial. J'ai pas nécessairement l'habitude de faire des presses avec les deux bras qui fonctionnent de manière dissociée. Donc on peut voir qu'il y a parfois des petits déséquilibres entre les deux, ça reste relativement léger en soi, et là ce qui va être intéressant, et ce qu'on peut aller regarder, c'est que je vais tout simplement chercher à avoir une demi-amplitude. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix-là? Pour ceux qui connaissent cette shoulder press, vous comprendrez probablement, d'autant plus que, on peut le voir sur la vidéo, j'ai des avant-bras qui sont relativement longs en soi. Si je cherche vraiment à venir compléter le reste de cette répétition ici, j'ai énormément de tension au niveau de mes triceps pour réussir à réaliser ce lockout, ce qui ne m'intéresse pas nécessairement en soi. Mes triceps vont être travaillés un petit peu plus tard dans la séance. Là, pour moi, l'objectif, c'est tout simplement de focus mon deltoïde, enfin mes deltoïdes du coup, étant donné qu'il y a les deux qui travaillent, donc je vois pas nécessairement l'intérêt d'aller chercher un petit peu plus haut. Oui, est-ce qu'au niveau de la standardisation, ça ne va pas être parfait? Clairement, ce ne sera pas parfait. Est-ce que ça me dérange réellement? Probablement pas. J'arrive quand même à plus ou moins standardiser. Est-ce que je suis à 1 cm près ou non en fonction de mes semaines? À partir du moment où j'aurai stacké la machine et que j'aurai rajouté une quarantaine, cinquantaine de kilos sur celle-ci pour le même nombre de répétitions, même si j'ai perdu 1 cm, je ne me poserai pas la question de « Ah, est-ce que finalement je n'ai peut-être pas progressé ?» Non, j'aurais indéniablement progressé. Là aussi, je pense qu'il faut faire preuve de bon sens, ne pas non plus rester trop fixé et figé sur certaines choses, accepter des fois de sortir un petit peu de la perfection sur les exécutions, je pense que ce sera bénéfique aussi pour votre progression en soi. Bref, un set qui a été plutôt pas mal ici honnêtement, il y aura encore des petites choses à améliorer au niveau de la setup, mais dans l'ensemble je suis assez content et plutôt satisfait de la machine. Agréablement étonné honnêtement des machines Matrix, dans l'ensemble, attention, j'irai pas comparer ça non plus à du Cybex, du Atlantis ou même du Prime, mais si je compare en tout cas par rapport à des chest press de la grande marque très présente en France, Technogym, pour moi ça reste incomparable, je trouve que c'est quand même bien mieux, en tout cas pour ma personne, je me sens bien plus à l'aise dessus. Ici ensuite, on avait tout simplement des extensions croisées à la poulie. Excusez-moi. Alors, vous m'excuserez pour le cadrage, j'ai une seconde vidéo, malheureusement il me semble qu'il y a quelqu'un qui a fait une petite pause téléphone, mais ce n'est pas de sa faute de toute façon, ouais voilà c'est ça, il me semble que la personne a fait une petite pause téléphone sans faire exprès, c'est moi de toute façon avec mon appareil qui gênait un petit peu. On va juste regarder le début de cette vidéo là, ce qu'on peut voir ici, là
je vais effectuer un petit changement. Voilà. Là, je vais positionner une jambe en avant, ce que je vous conseille de faire directement. J'ai pas pris le réflexe de le faire, mais on voit que je le fais assez rapidement. Tout simplement parce que vous venez bouger, donc vous créez un petit peu d'instabilité. Là, ça me permettait tout simplement d'être un petit peu plus stable et donc plus à l'aise sur l'exercice. Tout bêtement. Ici, on peut le voir, vu qu'on a une vision un petit peu plus éloignée, ce qui est assez agréable en soi pour analyser ce mouvement-là. Je fais en sorte que l'humérus, les avant-bras et le câble soient tous alignés ensemble. Autrement dit, quand je vais tendre le bras comme ça, l'objectif ce serait que mon câble, lui, soit aligné aussi avec le reste du bras. Ça me permet tout simplement de réussir à développer un petit peu plus de force et puis m'assurer que je vais éviter d'avoir des petites contraintes articulaires qui ne seraient pas nécessairement souhaitables sur mes coudes, qui eux aussi, comme mes épaules, sont relativement sensibles en soi sur certains patterns d'extension. C'est d'ailleurs pour ça, hop, on va reprendre l'autre vidéo, je pense que ce sera plus agréable à regarder. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vais pas chercher une flexion complète et que je garde toujours le bras encore légèrement tendu et je ne suis pas en flexion totale, tout simplement parce que sinon ça m'occasionne des petites douleurs au niveau du coude. Est-ce que c'est gênant? Probablement pas, d'autant plus qu'on n'est pas nécessairement sur un exercice où la tension à l'étirement est très importante. On est plutôt sur de la contraction ou en réalité plutôt du mid-range si on regarde un petit peu ce qui se passe. Bref, exercice sympathique. L'autre point, et on va retourner sur l'autre vidéo, je pense que ça peut être intéressant pour vous aussi. Voilà. Juste là, on peut voir ici, comme sur les patterns de développé couché, on fait en sorte que les épaules soient basses. Personnellement, j'aime bien faire en sorte de resserrer un petit peu les épaules, autrement dit, tout simplement resserrer mes omoplates. Ça me permet d'être un petit peu plus stable aussi à ce niveau-là, je me sens juste plus à l'aise. Là, est-ce que c'est obligatoire? Probablement pas, là aussi, faites des tests, voyez si vous êtes stable, s'il n'y a pas de gêne à l'épaule, si ça vous permet de bien progresser et de ne pas avoir une épaule qui bouge dans tous les sens pendant l'intégralité de la série. Je pense que c'est très bien dans ce cas-là. Et, tac, ensuite, on arrive sur l'avant-dernier exercice de la séance, tout simplement des extensions avec le bras qui va passer au-dessus de l'épaule, mais du côté opposé. Pourquoi est-ce que j'aime bien faire cet exercice-là? Là, on pourrait se dire, bon, il y a une certaine redondance, potentiellement on a un exercice à tension de contraction pour celui-ci, mid-range, contraction. On a un autre exercice qui est lui aussi plutôt en mid-range, même contraction en soi si on se fie un petit peu à ses sensations. Tout bêtement, ce que je vous ai expliqué plus tôt par rapport à mes épaules, et même de manière générale, c'est un exercice que je trouve intéressant, c'est un des rares exercices sur lesquels vous allez créer une certaine instabilité au niveau de l'épaule et sur lesquels vous allez chercher à travailler vos triceps alors que vous êtes en rotation interne. Chose que vous réalisez de manière très rare, voire même, oui, très rare, c'est... En fait, vous allez rarement chercher une instabilité ou chercher à mettre de la contrainte, chercher à créer du mouvement, en tout cas dans la pratique du bodybuilding, lorsque vous avez l'épaule qui est en rotation interne. Moi je trouve ça intéressant, ça me permet de gagner un petit peu en stabilité de l'épaule, je pense aussi que pour la santé de ces dernières sur le long terme, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable en soi, donc je trouve ça plutôt pas mal. Ce que je fais généralement, c'est que je vais avoir le début de la série où je positionne ma main un petit peu au hasard, honnêtement il n'y a rien à sentir à cet endroit, c'est juste... personnel, et derrière au fur et à mesure que je vais avancer dans ma série, tac, on va s'en rendre compte juste ici, je vais venir apposer mon bras sur l'humérus, juste ici, pour m'aider à me stabiliser un petit peu plus. L'objectif, ce n'est pas non plus de faire en sorte que ma stabilité d'épaule soit un facteur limitant, donc quand ça devient nécessaire, je viens tout simplement poser mon bras pour que ce ne soit pas un problème. Aussi bête que ça. Et derrière, on clôture cette séance par un petit peu d'élévation latérale, pour de nouveau travailler le delto latéral, cette fois-ci avec un petit peu plus de tension à l'étirement. Quelque chose de simple, hein. Je viens tout simplement setup le câble à peu près à hauteur de poignet, j'aurais même pu en réalité le mettre un cran au-dessus. Bon, c'est pas très gênant, je le ferai la prochaine fois. Ici, relativement simple, je fais en sorte de venir me tenir au poteau pour réussir à me stabiliser, parce que pareil, je vais quand même envoyer le bras relativement loin de moi et il va y avoir une contrainte mécanique derrière, donc ça pourrait potentiellement créer de l'instabilité qui me dérangerait en soi et qui n'est pas souhaité. Et ici, au niveau de la trajectoire de bras, c'est relativement simple, je vais tout simplement faire en sorte de ne pas envoyer le bras totalement vers le côté, mais l'envoyer aussi un petit peu vers l'avant. On pourrait se dire qu'on est à 2 tiers sur le côté et 1 tiers vers l'avant, c'est probablement la bonne trajectoire en soi. Et derrière, lorsque vous cherchez à effectuer ce mouvement, l'intention qu'il faut avoir, c'est pas nécessairement de chercher à lever la main le plus haut possible, cherchez plutôt à pousser le coude loin sur le côté, pousser le coude loin de vous dans la trajectoire que vous avez choisie. Généralement, ça vous permet quand même d'avoir un mouvement qui est un petit peu plus intéressant pour le deltoïde, ou en tout cas, ça vous évite de faire un gros shrug avec l'épaule qui n'est pas spécialement souhaitable. Nonobstant, n'ayez pas peur d'avoir une élévation des scapes. C'est parfaitement normal. Si vous vous amusez
à vouloir lever uniquement le bras, donc juste bouger votre humérus comme ça, sans laisser vos omoplates bouger, vous allez probablement avoir énormément de mal à progresser et standardiser ce mouvement, d'autant plus quand vous arriverez sur les fins de série où il y aura de l'intensité. Et de deux, c'est probablement ça qui va vous provoquer des gênes au niveau de l'épaule et vous handicaper un petit peu. Donc laissez vos omoplates bouger librement sur cet exercice-là, tant que vous ne débutez pas le mouvement par un shrug. Je pense que ça ne pose pas de problème. Écoutez, on arrive sur la fin de cette analyse de séance. J'espère que ça vous aura plu, j'espère avoir pu vous apporter quelques petits tips en soi, surtout au niveau de l'exécution. On pourra potentiellement s'intéresser un petit peu plus à la structure et au choix des exercices sur une autre séance. Je verrai ce que je vous partagerai, dites-moi si les autres séances qui composent mon programme vont être un pull legs, un second legs et un upper, donc dites-moi potentiellement quelle séance vous souhaiteriez voir en priorité, et je vous partagerai celle-ci. Écoutez, honnêtement pour cette première vidéo YouTube, l'exercice m'a plu, je pense qu'il y a encore des choses qu'il faut que j'améliore, de toute façon j'ai prévu de me faire des petites notes au fur et à mesure que je ferai le montage pour faire en sorte que ce soit de mieux en mieux. Je remercie toutes les personnes qui auront pris le temps de regarder, qui sont arrivées jusqu'ici, je remercie même les personnes qui ne sont peut-être pas arrivées jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, laissez un like, vous abonner si le concept vous a plu et si vous avez envie de continuer à apprendre des choses. Il y a pas mal de sujets que j'ai envie d'aborder sur cette chaîne. Je ne serai pas seul, il y aura probablement des intervenants qui viendront aussi apporter des connaissances et partager leur savoir avec moi. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. Et écoutez, moi sur ce, je vous remercie encore une fois et je vous dis à une prochaine pour la vidéo suivante. Ciao ciao.